Comment économiser l'énergie dans le secteur des transports? Telle est la question que je vais aborder avec vous en vous fournissant d'une part des informations, c'est-à-dire des chiffres fiables que chacun doit pouvoir connaître, et d'autre part quelques réflexions personnelles, c'est-à-dire des idées qui peuvent constituer le point de départ d'un débat. Nous allons procéder en 5 temps. D'abord, un constat. Quelles sont les émissions de CO2 et les consommations d'énergie de chaque secteur et quel est le poids des transports dans l'ensemble des consommations? Comment ces consommations et ces émissions ont-elles évolué pendant une génération? Deuxième temps, un diagnostic. Quelles sont les causes de cette évolution qui, on l'aura vu au point 1, se révélera défavorable? Il nous faudra expliquer pourquoi les émissions de CO2, comme les consommations d'énergie, ont augmenté depuis 1990. C'est indispensable car c'est sur les causes des phénomènes qu'il faut agir. Le point 3, à la mi-temps, avant de passer aux solutions que tout le monde attend, je vous proposerai une petite réflexion méthodologique pour que les mesures à prendre soient efficaces. Ce ne fut pas le cas jusqu'à maintenant, puisqu'on le verra lors du constat, les transports émettent plus de CO2 et consomment plus d'énergie aujourd'hui qu'en 1990, alors qu'on s'attendait à une réduction, comme annoncé dans les discours qu'on entend depuis le premier choc pétrolier. Point 4. Ensuite, on passera aux solutions. Vous le verrez, on ne se limitera pas à proposer des recettes technologiques, et on sortira même de ce qui relève des efforts à faire pour orienter le consommateur vers les modes de transport les moins émetteurs de CO2 et les moins consommateurs d'énergie. Cinquièmement, pour terminer, nous chercherons, dans l'ensemble des mesures évoquées, celles sur lesquelles nous pouvons agir, soit comme consommateurs, soit comme citoyens. Et c'est là qu'interviendra la référence à l'encyclique Laudato Si du pape François, qui inspire l'ensemble du cycle de conférences « Changement climatique et mode de vie ». Donc, première question, le constat. Nous allons répondre à la première question, comment ont évolué les émissions de CO2 et les consommations d'énergie? Les chiffres sont tout à fait officiels, ils proviennent du ministère de la Transition écologique et solidaire, et plus précisément de la publication annuelle « Chiffres clés du climat ». Il porte sur la France, ce qui veut dire que les transports maritimes et aériens ne sont pas compris. Il porte sur le CO2 uniquement et non pas sur les autres gaz à effet de serre, comme le méthane. Et il porte sur le fonctionnement des transports, mais ignore ce qu'on appelle l'énergie grise, celle, par exemple, nécessaire pour fabriquer les batteries. Comme on le voit sur le tableau qui est à l'écran, les émissions totales de CO2 en 2016 sont de 304 millions de tonnes. Et on voit aussi que le transport compte pour 41% de ces émissions. C'est de loin le secteur le plus important. Voyons maintenant l'évolution de ces émissions. Entre 1990 et 2016, les émissions du secteur des transports sont passées de 117 à 124 millions de tonnes de CO2, soit une augmentation de 6%. On note que le secteur des transports émet 7 millions de tonnes de plus, alors que tous les autres secteurs ont vu leurs émissions baisser. Après les émissions de CO2, voyons la consommation d'énergie. En 2016, la consommation d'énergie du secteur des transports atteint 43,8 millions de tonnes équivalent pétrole. Les produits pétroliers comptent pour 91% du total des consommations d'énergie. C'est dire la dépendance du secteur au pétrole. Voyons maintenant l'évolution de ces consommations. En 26 ans, les consommations ont augmenté de 5,3 millions de tonnes, soit plus 14%. Alors que, parallèlement, on n'arrête pas de parler d'économie d'énergie.
Du coup, on peut se demander si on a vraiment pris les bonnes mesures. Nous arrivons maintenant au deuxième point, celui du diagnostic. Comment expliquer l'augmentation des consommations d'énergie dans le secteur des transports entre 1990 et 2016? S'agit-il du développement du volume des échanges? Ou bien s'agit-il d'une baisse de l'efficacité énergétique du système? Nous allons essayer de faire la part des choses en essayant de quantifier chaque phénomène. Et nous allons aussi rechercher les causes de ces causes. C'est-à-dire que nous essaierons de remonter dans la hiérarchie des causes. Nous ferons comme les enfants qui demandent pourquoi à chaque réponse donnée. Pourquoi le chat est gros? Parce qu'il mange trop. Pourquoi il mange trop? Parce que ses maîtres ne veulent pas le voir maigrir. Pourquoi ses maîtres? Et ainsi de suite. On va remonter dans la hiérarchie des causes. On mesure habituellement le volume d'activité du transport de voyageurs en milliards de voyageurs kilomètres. C'est le sigle grand G petit v.km en haut du tableau. Et cette unité mérite quelques explications. V.km veut dire voyageurs kilomètres. Par exemple, si un autocar avec 30 personnes à bord parcourt 50 km, on mesure la prestation fournie en multipliant le premier terme par le second. 30 que multiplie 50 égale 1500 voyageurs kilomètres. Quant au G, c'est l'initiale de giga utilisée pour milliard. Revenons au tableau. Si on totalise tous les kilomètres parcourus par les voyageurs en une année, on arrive à plus de 900 milliards. 932 dans notre tableau. Et on note que la voiture compte pour 81% du total des trafics voyageurs. Entre 1990 et 2016, le trafic des voyageurs est passé de 732 à 932 milliards de voyageurs kilomètres, soit une augmentation de 26%. L'essentiel de cette augmentation vient, voilà, sur la première ligne, des véhicules particuliers. 155,6 milliards sur un total de 206 provient de l'augmentation du trafic effectué en véhicules particuliers. Voyons maintenant ce qu'il en est pour les marchandises. Dans ce cas, l'unité, c'est la tonne-kilomètre. La production du secteur des transports de marchandises s'élève à environ 340 milliards de tonnes-kilomètres en une année. Le transport routier dans cet ensemble compte pour 85% de ce total. De même qu'on a vu l'évolution du trafic voyageur, voyons maintenant l'évolution du trafic marchandises. Entre 1990 et 2016, le trafic marchandises est passé de 276 à 340 milliards de tonnes, soit une augmentation de 23%. L'augmentation revient entièrement au transport routier. Aucun des autres modes n'a bénéficié de cette augmentation générale. Malheureusement pour les économies d'énergie, puisque le transport routier est le plus énergivore à la tonne-kilomètre. Après avoir vu l'augmentation des échanges et la part prise par le mode routier dans le total, voyons comment a évolué l'efficacité des modes de transport. Et à partir de ce point de l'exposé, on se limitera aux voyageurs, qui est le plus familier à chacun de nous. Et à l'intérieur des modes de transport de voyageurs, on se focalisera sur la voiture, qui, comme on l'a vu, représente plus de 8/10 des trafics totaux. Dans ce tableau sur l'évolution des consommations des voitures en litres au 100 km, il s'agit des consommations réelles, et non pas celles qui sont indiquées sur les journaux. Ces dernières ne concernent que les véhicules neufs, et non pas l'ensemble du parc, et les mesures sont faites sur des bancs d'essai et non dans la circulation réelle. De plus, il ne peut pas y avoir de trucage avec les consommations réelles, car on divise les litres vendus par les kilomètres parcourus. Le résultat, c'est que les véhicules utilisant l'essence ont vu leur consommation baisser de 16% et ceux utilisant le gazole de 10%. Finalement, toute énergie confondue, et rapporté à une année, la baisse n'aura été que de 0,5% par an. On peut se demander pourquoi une baisse aussi faible,
Bien, c'est parce que les efforts des ingénieurs ont été presque entièrement annihilés par l'augmentation du poids du véhicule, l'augmentation de la vitesse de pointe, la surconsommation imputable à la climatisation, etc. D'ailleurs, la puissance moyenne installée est passée de 55 kW en 1990 à 86 kW en 2016, soit une augmentation de 56%. En transport de voyageurs, la principale cause d'augmentation de la consommation d'énergie n'est pas à rechercher dans la baisse de l'efficacité énergétique de la voiture, ni même dans une modification des parts modales des différents modes de transport, mais dans l'augmentation des trafics totaux, c'est-à-dire l'augmentation de la mobilité. Comme annoncé, nous allons donc maintenant remonter dans la hiérarchie des causes et essayer de mettre en évidence les causes de cette augmentation de la mobilité. Dans le tableau que vous avez sous les yeux, les dates sont 1994 et 2008, et non pas comme sur les tableaux précédents où on comparait 1990 et 2016. En effet, nous avons dû nous adapter aux enquêtes qui sont réalisées. L'enquête nationale transport-mobilité a été réalisée en 1994 et en 2008. Mais ça nous permet quand même d'avoir une évolution entre ces deux dates. Sur la première ligne, nous avons le parcours annuel total en millions de kilomètres, donc de l'ensemble des Français, qui a augmenté de 17%. Alors que la population, la ligne d'en dessous, n'a augmenté, elle, que de 6%. Et donc, ça veut dire que le kilométrage par personne et par an a augmenté, lui, de 10%, passant de 13 300 à 14 700 km. On note aussi que la longue distance, c'est-à-dire dans l'enquête, ce sont les déplacements de plus de 80 km, représente un peu moins de kilomètres que la courte distance. Mais elle augmente plus vite, c'est-à-dire que son poids dans le total augmente. Alors, si on continue à remonter dans la hiérarchie des causes, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus finement, on peut mettre en évidence plusieurs phénomènes. Voyons d'abord pour la longue distance. L'augmentation du kilométrage annuel est liée à l'augmentation du nombre de voyages par an et par personne, et non pas à la longueur moyenne du déplacement. À son tour, cette augmentation du nombre de voyages par an et par personne est lui-même liée à l'augmentation du pouvoir d'achat, 26% de plus entre 1994 et 2008 par unité de consommation, et parallèlement à la baisse du coût des transports aériens. Voyons maintenant la mobilité à courte distance. L'augmentation du nombre de kilomètres par personne à courte distance, lui, est liée à l'augmentation de la longueur moyenne du déplacement, qui est passée de 9,8 km en 1994 à 10,5 km en 2008, et non pas au nombre de déplacements par personne. Pour le domicile-travail, c'est même de 12 km à 14,7 km, soit une augmentation de 23%, à reprocher de la périurbanisation, qui elle-même est à rapprocher du différentiel entre le prix du carburant et le prix du logement, le second augmentant plus vite que le premier. Récapitulons les résultats des deux premiers chapitres sous forme d'un graphique. Nous allons remonter dans la hiérarchie des causes en allant de droite à gauche, donc de la colonne 1 vers la colonne 4. De façon à ce que les causes soient à gauche, s'enchaînant de gauche vers la droite, car nous sommes habitués à un enchaînement causal allant de gauche à droite. L'impact final, c'est l'augmentation de la consommation d'énergie et des émissions de CO2 qui lui sont liées. C'est le point 1, consommation d'énergie. 3 causes, souvenez-vous, ont été envisagées. L'efficacité énergétique, la répartition modale et l'augmentation des trafics. On a vu que l'augmentation des trafics était la principale explication à l'augmentation des consommations d'énergie dans les transports. Nous allons donc travailler maintenant sur le volume des échanges,
dans le bloc 2 et essayer de trouver les causes de l'augmentation du volume des échanges. 3 causes. L'augmentation du nombre d'habitants, la partie démographique, oui. L'augmentation du nombre de déplacements par personne, pour l'interurbain, on a vu, et l'augmentation de la longueur des déplacements, pour l'urbain. À son tour, chaque cause a au moins une cause. L'augmentation de la population est à relier à l'augmentation de l'espérance de vie et à l'immigration. L'augmentation du nombre de déplacements par personne est liée à l'augmentation du pouvoir d'achat. L'augmentation de la longueur des déplacements est liée à la poursuite de la périurbanisation. Et ainsi de suite, on pourrait envisager une 5e et une 6e colonne. Mais c'est pour montrer qu'on sort déjà du secteur pur des transports. Souvenez-vous, il y a eu le constat, puis le diagnostic, et maintenant nous arrivons au point 3, celui des conditions à réunir pour que les mesures à prendre pour économiser l'énergie dans les transports atteignent vraiment leur but. Nous allons définir ce qu'est un effet pervers, puis nous donnerons quelques exemples d'effets pervers. Enfin, nous proposerons une méthode de hiérarchisation des politiques qui évite les effets pervers, en faisant correspondre une hiérarchisation des politiques et une hiérarchie des causes présentées dans le graphique précédent. Revenons donc à la notion importante d'effet pervers. Bien sûr, il faut éviter les effets pervers. L'effet pervers d'une action l'empêche d'obtenir ce que l'on pouvait attendre de cette action. Le point de départ est bon, mais le point d'arrivée est mauvais. On cherche à réduire la consommation d'énergie dans les transports, et, on l'a vu, finalement, elle ne diminue pas. Mais entre-temps, on a dépensé des sommes importantes qui auraient pu être affectées à des opérations plus efficaces. La cause, c'est qu'on a fait l'impasse sur ce qui se passait dans le reste du monde. Comme on dit, toutes choses égales par ailleurs, sauf que, par ailleurs, les choses ont changé. Après cette définition de l'effet pervers, qui peut paraître un peu théorique, prenons plutôt quelques exemples. 4 exemples. Équiper les voitures d'une 4e, puis d'une 5e vitesse, c'est bien car ça permet de rester dans le bon régime moteur et donc de réduire la consommation à vitesse donnée. Mais en pratique, l'automobiliste gardera la même consommation et augmentera sa vitesse, et fera plus de kilomètres à budget temps donné. Installer un déflecteur sur un tracteur routier semi-remorque, ça permet d'améliorer l'aérodynamisme du véhicule et donc de réduire sa consommation. Mais le conducteur n'en profitera pas pour moins appuyer sur l'accélérateur. Il appuiera tout autant et, la puissance du tracteur étant donnée, il roulera plus vite. Ainsi, il fera plus de rotation et donc plus de kilomètres dans la journée, ce qui permettra de baisser les coûts du transporteur routier et donc de concurrencer encore plus le train qui est pourtant plus efficace énergétiquement et environnementalement. Élargir un tronçon d'autoroute pour éviter les surconsommations de carburant dans les encombrements semble être une mesure de bon sens. Et pourtant, le retour à une circulation fluide attirera de nouveaux automobilistes. Et cette induction de trafic fera qu'on se retrouvera quelques années plus tard avec la même saturation, mais avec un niveau de trafic plus élevé. Mettre en place du covoiturage longue distance augmente le taux d'occupation des voitures, ce qui permet de diviser les consommations de carburant, même en tenant compte des détours pour déposer les uns et les autres. Mais cela vide le train qui offre une desserte parallèle et péjore donc son efficacité rapportée aux voyageurs kilomètres. Alors, comment éviter les effets pervers ? Pour éviter les effets pervers, il faut traiter la question dans sa globalité. Comme le dit Carlos Tavares, s'exprimant là non pas comme constructeur, mais comme citoyen, en novembre 2017. Qui traite la question de la mobilité propre dans sa globalité ? Comment est-ce que nous allons produire plus d'énergie électrique propre ? Comment faire pour que l'empreinte carbone de fabrication d'une batterie d'un véhicule électrique ne soit pas un désastre écologique ? Qui aujourd'hui est en train de se poser la question de manière suffisamment large, d'un point de vue sociétal,
pour tenir compte de l'ensemble de ces paramètres. Pour nous, il faut hiérarchiser les mesures à prendre pour éviter ces fameux effets pervers. Les exemples d'effets pervers précédents montrent qu'on ne peut pas raisonner toutes choses égales par ailleurs, car l'ailleurs n'est justement pas fixe. Pour le rendre fixe, il faut veiller à verrouiller les niveaux amont, d'où l'enchaînement à respecter de l'amont à l'aval, comme présenté dans le schéma dynamique qui suit. Dans le schéma dynamique que je vais présenter maintenant, la présentation sera très rapide, sachant qu'on entrera plus tard dans le détail de chaque étape. Je ne présente donc à l'instant que les différentes étapes. D'abord, définir les besoins. Deuxième étape, localiser les activités par rapport au lieu d'habitation. Troisième étape, travailler la répartition modale. Attention, cette étape n'est pas indépendante de la précédente. Si les lieux d'activité, travail, études, achats sont proches des lieux de résidence, les distances à parcourir seront réduites. Et alors, c'est plus facile d'aller en vélo ou à pied. Quatrième étape, travailler son style de conduite. Par exemple, anticiper pour ne pas arriver à grande vitesse devant un feu rouge. Dernière mesure, dernière étape, les innovations technologiques. Vous voyez, elles sont à la fin de la série. Si on prend les mesures dans l'ordre inverse, on a à coup sûr des effets pervers. Car finalement, du point de vue des économies d'énergie, une vieille voiture qui parcourt 4000 km par an et consomme 7 litres au 100, bien c'est quand même mieux qu'une voiture neuve qui en parcourt 12 000 et qui ne consomme que 5 litres. Nous arrivons maintenant, si vous le voulez bien, au quatrième point, celui des éléments de solution. Avec le moins d'effets pervers possible, comme recommandé précédemment. Pour cela, nous irons du plus général au plus particulier. On ne se limitera donc pas à la seule politique des transports, ni à la comparaison des avantages et inconvénients des différentes énergies. En effet, pour réduire les consommations d'énergie du secteur des transports, on peut travailler à différents niveaux et dans l'ordre suivant. On peut réduire le nombre de déplacements, ça renvoie à la croissance économique. On peut réduire la longueur des déplacements, cela relève de la politique d'aménagement des territoires. On peut réduire la part des déplacements effectués en avion ou en voiture, c'est la politique des transports. Et enfin, on peut réduire la consommation des véhicules, c'est la politique industrielle. Voyons donc le premier point, la politique de croissance économique. Il faut s'interroger sur notre politique économique. Les ressources ne sont pas renouvelables, la population augmente et vise un niveau de vie comparable au nôtre. Mais les ressources sont finies. Les lobbies et les individus s'entendent comme cul et chemise. Les personnes n'en finissent pas d'être submergées dans la spirale des achats et de dépenses inutiles. Plus de croissance pour avoir moins de chômage, nos présidents sont des représentants de commerce. Business as usual. On continue à s'agiter, à parcourir des kilomètres, à consommer du pétrole. Pour Jean-Baptiste Foucault, la sobriété heureuse, c'est faire le choix de l'essentiel par rapport au superflu. On y reviendra au chapitre 5. La deuxième politique, c'est celle d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. 3 exemples. Dans une agglomération d'abord. Il faudrait urbaniser de manière plus dense à proximité du tramway et ne pas localiser les centres commerciaux et les multiplexes en des lieux qui ne soient accessibles qu'en voiture. Dans les petites villes, il faudrait faire le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire créer des emplois dans les sous-préfectures et ne pas les vider de leurs services publics, poste, hôpital, gare, tribunal. À travers le périurbain, il ne faudrait délivrer un permis de construire que lorsque le logement est accessible à pied ou en vélo depuis un arrêt de transport collectif. Car une maison à énergie positive, c'est bien, mais construite loin de tout,
ne présentera pas forcément un bilan énergétique positif global, si on le mesure au niveau non plus du seul logement, mais de l'ensemble logement et déplacement. Prenons un exemple dans la région de Tours, en s'appuyant sur un document de l'atelier d'urbanisme de Tours. Dans l'agglomération Tourangelle, il y a des réserves foncières à proximité de Ballon-Miré, de La Membrole, de Notre-Dame-d'Oé et de Monet. L'idée serait de mettre en place dans ces espaces des programmes immobiliers que les Américains appellent « Transport Oriented Development ». C'est-à-dire, c'est un outil d'urbanisme, d'aménagement, qui lie le transport et l'urbanisme, en vue de maîtriser la périurbanisation. Il se caractérise par une densité moyenne et forte de population, une mixité des fonctions, ça veut dire qu'il y a des emplois sur place, une fréquence élevée de la desserte en transport collectif pour ceux qui n'ont pas de travail sur place, et une conception des voies favorable au mode actif pour qu'ils puissent aller à la gare à pied ou en vélo. Les quelques tableaux qui suivent concernent tous la politique de transport maintenant. Sur le premier, il s'agit des émissions unitaires, c'est-à-dire les émissions par kilomètre parcouru. Les consommations en grammes d'équivalent pétrole par voyageur kilomètre, c'est la deuxième colonne, et les émissions de carbone, toujours par voyageur kilomètre, c'est la colonne de droite. Comme vous voyez, ce qui est en rouge est défavorable. Les modes les plus consommateurs, les plus émetteurs, sont la voiture particulière, l'avion, la motocyclette et l'autobus. Le but est d'orienter la demande des modes qui figurent en haut de la liste vers ceux qui figurent en bas de la liste. Peut-être vous demandez, vous, pourquoi l'autobus n'est pas très bon comme performance. Cela, par rapport à l'autocar qui est juste en dessous, mais cela tient au fait qu'il est soumis aux encombrements qui sont très consommateurs d'énergie. Comme on pouvait s'y attendre, les modes les plus efficaces, et vous avez pu le voir en bas du tableau précédent, sont la marche et le vélo. Il faut donc faire le maximum pour les encourager, c'est-à-dire en ce qui concerne les piétons, réduire le nombre de voitures et leur vitesse pour offrir un environnement agréable, élargir les trottoirs, faire respecter l'interdiction de stationner sur les trottoirs, mettre en place des circuits pour accompagner les enfants à l'école à pied. Pour les cyclistes, on retrouve un peu les mêmes mesures, réduire le nombre de voitures et leur vitesse pour offrir un environnement rassurant, mettre en place un réseau cyclable avec des itinéraires structurants et rapides, et installer des abris vélos sécurisés. Toujours en matière de politique des transports, il faut améliorer les transports collectifs. C'est-à-dire que pour transférer la clientèle de la voiture vers le transport collectif, il faut améliorer ces derniers. D'abord qu'ils existent, c'est-à-dire une desserte étendue, des fréquences de passage élevées, des temps de parcours compétitifs par rapport à la voiture. À Tours, par exemple, le tramway était un succès. On attendait 55 000 voyageurs par jour. On en transporte maintenant 70 000. Et une deuxième ligne de tramway vient d'être décidée. Nous restons toujours dans la politique des transports, et maintenant ça va devenir moins drôle parce qu'il ne s'agit plus d'améliorer l'existant, mais au contraire de limiter certaines pratiques pour être cohérent avec ce qui a été annoncé précédemment, et ça passe par la limitation de la place de la voiture et de l'avion. Donc ne pas augmenter les capacités routières et autoroutières, aéroportuaires, ne pas augmenter le nombre de places de stationnement, arrêter les subventions à l'industrie automobile, augmenter la taxe sur les carburants, mettre fin à l'exonération des taxes sur le kérosène utilisé par l'aviation, introduire le péage urbain, ce que prévoit la loi mais qui n'a pas été mis en pratique, et réduire les vitesses, car comme vous le savez, la gravité des accidents est fonction de la vitesse au carré. Malgré toutes les améliorations précédentes, il restera toujours des cas où la voiture est incontournable, et c'est là que les conseils que donne l'ADEME ont toute leur place. Des conseils pour améliorer la conduite, la rendre plus économique.
Par exemple, ne pas laisser le moteur tourner inutilement, choisir le bon rapport de vitesse, éviter les à-coups, anticiper, réduire généralement sa vitesse, éviter la climatisation, entretenir régulièrement son véhicule, rouler avec des pneus en bon état et bien gonflés. Après la politique des transports, la politique industrielle. Et vous voyez, ce n'est qu'à la fin de mon exposé que j'aborde ces questions-là. De voitures électriques, de voitures autonomes. Pour moi, c'est un choix vraiment de dernier niveau. On parle beaucoup de la voiture électrique. Elle a des avantages et des inconvénients. Elle peut trouver son créneau, là où les avantages l'emportent sur les inconvénients. Mais il est à craindre que l'on s'en serve pour faire tourner la machine avec son lot d'impacts négatifs sur la planète, prélèvement des ressources, déversement des déchets. C'est un cas où beaucoup de fonds publics auront été affectés et donc, par définition, pas dépensés ailleurs. On peut aussi pointer le phénomène que dans les comparaisons entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques, on se limite à la phase de roulage sans tenir compte de la phase de fabrication et de destruction du véhicule en fin de vie. Ayant moi-même vécu au Congo, je ne peux pas ne pas mentionner aussi les exactions en République démocratique du Congo pour mettre la main sur le lithium et le cobalt nécessaires dans tous ces batteries. J'en arrive maintenant au dernier point, la 5e question, que pouvons-nous faire? Et avant de voir ce que nous pouvons faire, tant sur le plan individuel que collectif, nous revenons quelques instants à l'encyclique du pape François sur le soin de la maison commune. Donc citons quelques slogans, je dirais, pour fixer les idées de l'encyclique du pape. Il nous invite à un changement dans les styles de vie qui pourrait réussir à exercer une pression saine sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. Ce choix personnel de la sobriété heureuse, auquel nous appelle le pape, suppose une véritable conversion. C'est aussi un modèle de vivre ensemble, qui n'attend pas tout d'un progrès technique extérieur à nous-mêmes, mais s'appuie sur une intériorisation qui se traduit par une nouvelle présence à soi-même, à base de lenteur, et non pas de vitesse, et d'enracinement, et non pas d'hypermobilité. Quelle est notre marge de manœuvre au niveau individuel? On peut toujours citer quelques exemples, et j'y viendrai, mais chacun a une situation différente et n'a pas forcément toujours le choix. L'idée, c'est quand même de pouvoir, à moyen terme, desserrer les contraintes. Et certaines mesures qui ne sont pas possibles aujourd'hui pourraient le devenir. Alors, quelques exemples. Renoncer à s'installer là où il faudra autant de voitures que de personnes dans le ménage. Éviter d'acheter une grosse cylindrée. Ne pas prendre sa voiture pour aller chercher sa baguette à 500 mètres. Habituer les enfants à aller à l'école à pied. Penser aux vacances en vélo. Utiliser plutôt le TGV que l'avion pour aller de Paris à Marseille. Adopter un style de conduite économique. Voyons maintenant notre marge de manœuvre au niveau collectif. Les petits gestes, comme on dit, sont importants, mais insuffisants. Il faut aussi agir sur le plan politique, éventuellement à travers une association. Sur le plan politique, nous sommes sollicités, les élections, il y en a presque chaque année. Il y a eu les municipales, il va y avoir les régionales. On peut aussi s'engager à travers des associations. Par exemple, l'association, la DTT, l'Association pour le développement des transports collectifs en Touraine, le CC37, qui est le collectif cycliste de Touraine, le CEAS, le Centre d'études et d'action sociale, la CEPANTE, Société d'études de protection et d'aménagement de la nature en Touraine, et, plus récent, le mouvement Église verte, qui est un mouvement écuménique qui regroupe des paroisses qui souhaitent prendre soin de la création, un mouvement œcuménique. En conclusion,
On peut se dire que réduire la mobilité peut être une chance plutôt qu'une contrainte. Mais sans aller philosopher, je reviens un petit peu sur cet exposé. Vous voyez qu'on était peut-être allé assez loin par rapport à ce que vous attendiez. À vrai dire, je ne savais pas ce que vous attendiez, mais peut-être que j'apporte des éléments sur l'utilisation de l'hydrogène dans l'aviation. Non, vous avez vu, pour moi, le problème aurait été mal posé. J'ai présenté une approche plus large pour éviter les effets pervers rencontrés dans le passé. Car souvenez-vous des premiers tableaux, la consommation du secteur des transports n'a pas baissé, elle a augmenté. Pour moi, les solutions techniques ont échoué. Laissons la place à la limitation des besoins, à l'aménagement du territoire et au report modal. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions par l'intermédiaire de la chaîne YouTube du CEAS.